Mais là, ça marche. Ouais, ok, là, ça a l'air de marcher. Oui, ok. Très bien. Alors, qui va s'y coller alors pour dire ce qu'on a fait la dernière fois? S'il n'y a pas Eustache. Voilà. C'est Bah, fait. Qu'est-ce on qu'on a a fait parlé d'autre? des trois types de souffrance Oui, et on a dit que la souffrance enfin, il y avait les trois sortes de souffrance, mais celle des phénomènes contaminés était la plus, enfin, celle contre laquelle il fallait se battre par la méditation analytique et la concentration. oui, très bien. On C'est a vrai, dit ça. que autant les qualités physiques sont limitées, autant les possibilités de l'esprit sont infinies. Et que, d'autre part, le développement de l'esprit, qu'on en conserve les acquis dans les vies futures. Oui, très bien. Et qu'en plus, une fois qu'on a développé une qualité de l'esprit jusqu'à un certain point, cette qualité acquise peut très facilement être rappelée à l'esprit. Et donc, c'est une réalisation qui est acquise. Voilà. Par exemple, pour la bodhicitta spontanée, on explique que quand la bodhicitta spontanée est acquise, on n'a plus besoin du support méditatif pour l'appeler, pour l'actualiser. Voilà, et puis on a dit aussi que ben, la réalisation directe de la vacuité, par exemple, elle était une réalisation définitive. Ben, c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Non, on n'entend rien, hein. Je ne vous entendais pas, alors ça c'est bizarre. Ça c'est vraiment bizarre. Ok, ok, d'accord. Donc, peut-être que ça vient de se PC, hein, c'est possible. Mais moi j'entends vraiment comme un truc très, très fort. Et moi, Oui, un bruit de moteur d'avion. Oui, t'entends aussi toi? Félicite. Oui, 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 c'est oui, très oui, fort. bah, ça, on l'entend tous, je pense, oui. Ah Oui. ok, d'accord. Très bien, donc je ne sais pas d'où ça vient. Parce Moi, que c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller comme ça, au moins pour ce soir. Donc en effet, ce qu'a dit Dominique, en effet, c'est tout à fait ça. Ouais, ça parle à tout le monde, ouais. Que la vacuité, c'est vraiment, le passage de la vacuité, c'est vraiment indispensable pour se libérer du samsara. Ouais, parce que la racine du samsara, comme vous le savez, c'est l'ignorance fondamentale, qui saisit un soi inhérent, ouais, de la personne et des agrégats. Ouais. Donc c'est pas l'ignorance fondamentale, c'est pas ce qui saisirait un soi permanent, unitaire et autonome. Ça, c'est l'Atman, les traditions non bouddhistes. Et, ouais. Et cet Atman, il est philosophiquement acquis hein, pour la vue de Shantideva. C'est quelque chose qu'un bébé n'a pas dans son esprit, cette vue d'un Atman permanent, unitaire, autonome. C'est quelque chose qu'un animal n'a pas dans son esprit non plus. Ouais. Donc il faut mettre le nez dans des livres, il faut avoir un enseignement théologique ou philosophique pour envisager un soi permanent, unitaire et autonome. Ouais. Mais comme à l'époque en Inde, et peut-être encore maintenant, des, euh, des vues rivales de certains bouddhistes établissaient un soi permanent, unitaire, autonome, et ben, les bouddhistes, forcément, ils ont essayé de remettre en question ces vues-là. Et bien sûr, les vues bouddhistes ont essayé d'être remises en question par les tenants non bouddhistes, forcément, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est tout à fait normal. Ok, très bien, très bien, très bien. Et ensuite, on avait dit qu'on allait parler un petit peu du Samkhya, mais est-ce que ça vaut la peine? Parce que c'est une vue est-ce qu'elle a vraiment été euh, un obstacle sur le déploiement du bouddhisme en Inde? Je ne pense pas, hein. C'était quand Shantideva enseigne, c'est déjà au 8e siècle. Donc le bouddhisme est déjà bien établi en Inde. Donc peut-être qu'il en parle tout simplement parce qu'à l'époque, à l'université monastique de Nalanda, les gens discutaient facilement, hein, les non-bouddhistes avec les bouddhistes et les bouddhistes entre eux, etc., etc., des différentes vues. Donc c'est peut-être pour ça qu'il en parle. Ce qu'il faut essayer de savoir tout simplement, c'est que pour
les Samkhya, on peut considérer, comme on l'avait dit, qu'il y avait 25 catégories qui regroupaient tous les existants. Ouais, vous vous souvenez? Oui. Je l'ai brièvement évoqué, hein. Donc il y a l'Atman qui est la personne, le soi, etc. Et pour les Samkhya, c'est la conscience. Et puis la conscience, elle fait un duo avec la grosse pâte à modeler qui est la nature fondamentale. Ouais, cette pâte à modeler qui se manifeste comme étant tout ce qu'on peut voir dans l'univers, etc. À cause d'un déséquilibre dans cette pâte à modeler. Il y a les trois gunas. Les gunas, ce sont les qualités, on pourrait dire, de cette pâte à modeler. Et quand ces trois qualités, qui sont le négatif, le positif et le neutre, quand elles sont en déséquilibre, et ben, ça donne le déploiement de l'univers, d'un samsara pour un individu, etc. Et donc, quand l'individu réalise que tout ce qui lui apparaît, c'est juste la nature fondamentale qui est une, indivisible, et qui se manifeste dans toute chose, le déploiement cesse et la personne est libérée. Elle reste toute seule face à sa pâte à modeler. Voilà, voilà, c'était l'atelier pâte à modeler. Et donc, bien sûr que c'est une vision extrêmement grossière, hein. Peut-être que si on débattait actuellement avec une personne tenante d'une vue Samkhya, peut-être qu'elle dirait rien, c'est vachement élagué votre vision de tout ça, c'est vachement dégrossi. Ok. Et certains vont dire que le soi, c'est la matière, c'est même pas la conscience. Et donc là, ça pose question. Et ils vont dire qu'en plus, le soi est permanent. Donc, Shantideva va dire, mais comment, si le soi est permanent, il peut faire l'expérience de la souffrance, du bonheur, etc. Faire l'expérience de quelque chose, ça implique un changement, non? Et ouais. Ouais. Avant de faire l'expérience d'un thé au jasmin, eh ben, on est une personne qui n'a pas encore fait cette expérience-là. Pour faire l'expérience du thé au jasmin, il faut se transformer, il faut changer, etc. Et quand le thé au jasmin est terminé dans la tasse, on a changé nous aussi. Donc, il faut changer pour pouvoir expérimenter les choses, pour accumuler du karma, etc., pour éprouver les fruits karmiques. Mais les tenants samkhya vont dire au contraire, si on change, on n'est plus la même personne. Et donc, un tel va accumuler un karma, un tel va éprouver les fruits du karma. Nous, ce seront deux personnes différentes. C'est comme si un tel bossait pendant 30 jours, et le 31e jour, une autre personne vient récupérer le salaire. Ce serait pas juste, c'est pas normal. Donc chez nous, ça arrive, hein. C'est quoi? C'est le logeur qui gagne le salaire, l'URSSAF. Donc, on donne tout aux autres. Bref, il ne reste plus grand-chose. Bref, si on a cette vision un peu, en effet, éternaliste, c'est là où on parle de l'éternalisme, parce qu'on parle d'une personne qui est permanente et éternelle, hein, qui est permanente. Et donc, ça pose question. Et donc, les bouddhistes vont dire, bah non, la personne est impermanente. Ouais. Ok. Et puis d'autres vues non bouddhistes vont dire, bah la personne, c'est la matière. Donc là, ça pose encore plus de problème. Comment est-ce que la matière pourrait éprouver des situations, etc., etc. Et c'est là qu'on arrive à la continuité du moi conventionnel. Et donc, comme vous avez vu, j'ai passé quelques strophes pour vous épargner la vue Samkhya. Mais c'est intéressant, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr mettre le nez dedans. Mais ce point-là, cette continuité du moi conventionnel, c'est encore plus important, surtout du point de vue prasangika. Ouais. C'est vraiment fondamental parce que souvent, quand on dit le non-moi ou le non-soi ou le non-ego, etc., qu'est-ce qu'on comprend en général? On comprend que ça n'existe pas conventionnellement. Exactement. En général, quand on dit le non-ego, le non-moi, le non-soi, la vacuité, le vide, on comprend, bah, je n'existe pas. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est pas du tout la voie médiane bouddhiste. Ouais. Donc, c'est très important de faire ces distinctions. Ici, nous existons, c'est ce que dit Sasanté, on en a déjà parlé. Sasanté dit si vous doutez d'exister, pincez-vous. Ouais. On se pince, on dit aïe, aïe, ça fait mal. En effet, on se dit ah bah j'existe. Ouais. Okay. Très bien.
Et donc ça, c'est très important. Donc c'est la continuité du moi conventionnel. Sasanté dit la courte partie suivante, les stances 70 à 77, est constituée des réponses du Bodhisattva Shantideva aux objections contre la vacuité du moi. L'une de ces objections est: si le moi n'existe pas, la loi du karma ne devient-elle pas inopérante? Ne devient-elle pas caduque? Est une critique du rejet par les Madhyamika de la conception du moi affirmée par les autres écoles. Donc en effet, les autres vont dire qu'il faut que le moi ait une certaine substance, que le moi ait une certaine existence véritable, euh, ou une existence, comment dire, une existence inhérente, parce que si le moi n'avait pas d'existence inhérente, ça voudrait dire il n'existe pas du tout. Ouais. Une existence inhérente, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En soi, de son propre côté, je sais pas. Oui. Oui, c'est ça, indépendant, un soi indépendant, Oui. intrinsèque, inhérent, Oui. peut-être pas véritable. Oui. Quoi d'autre? Ok. Personne n'ose parler. Si, on a deux braves, on a deux courageux. Ok. En effet, l'inhérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire de son propre côté. Ça veut dire que, imaginons que dans ma tasse, là, je l'ai à moitié. Oui, en effet, elle est à moitié. Il y en a à la moitié. Et donc, si je me lève du pied gauche, je vais dire, oh là là, ma tasse est à moitié vide. Et si je me lève du pied droit, où j'ai reçu une bonne nouvelle, etc., et là, je vais dire, ma tasse est à moitié pleine. Vous êtes d'accord? Ah oui, Ok. Et même si deux personnes regardent cette même tasse, et il y en a une qui est un peu plus pessimiste et l'autre qui est un peu plus optimiste, donc deux personnes vont voir des choses différentes. Ouais. Par exemple, il y a un dessin qu'on voit des fois sur Facebook où il y a un genre de 6 qui est tracé par terre. Il y a une personne qui le regarde euh, vers le bas, vers le rond, et il y a une autre personne qui le regarde vers la pointe. Il y en a un qui dit bah, c'est un 6 et l'autre qui dit bah non, c'est un 9. Qui a tort, qui a raison? bah, tout le Les monde. deux, ça dépend du quel côté tu Elles te ont trouves. elles ont toutes les deux une partie de la vérité. Ah, donc ça veut dire que c'est à la fois un 6 et un 9. Non, une partie Ça de la dépend. vérité. Ça C'est un dépend de quel 15, côté tu te trouves. donc c'est un 15, c'est un 6 et un 9. C'est comme avec les montagnes, si tu es sur une montagne et puis en face, tu as la même, tu te dis, je suis en face, il y a une montagne, et si en face, il y a quelqu'un, la même personne va dire, en face, il y a la montagne. Mais c'est pas les mêmes montagnes, mais ça dépend de quel point de vue tu es. Ça dépend de l'observateur, hein. L'observateur aussi, oui. Exactement. Donc si ça dépend de l'observateur, ça veut dire que si ça dépend du sujet, ça veut dire que ça n'existe pas du côté de l'objet. Si ça L'objet n'a existait pas du côté d'existence propre, hein. Exactement. Si ça existait du côté de l'objet, ça voudrait dire que ça existe de manière inhérente. Ça veut dire que soit la tasse devrait être à moitié vide, soit à moitié pleine, de son propre côté, sans qu'on y soit pour quelque chose. Ouais. Que la montagne doit être de l'autre côté, de son propre côté. Et que nous, on serait sur le bon côté, de notre propre côté, etc. Ouais. Donc, il devrait y avoir soit un 6, soit un 9, de leur propre côté. Si ça existait de manière inhérente. Donc, c'est la preuve que ça n'existe pas de manière inhérente. Ça dépend d'un sujet qu'il appréhende. Là, vous êtes d'accord? Donc, si l'entité même de l'objet dépend du sujet qu'il appréhende, l'objet est vide d'existence de son propre côté. Ouais. Ah, c'est ça que ça veut dire, vide d'existence inhérente, vide d'existence de son propre côté. Ouais. Ça, c'est très important. Après, bien sûr qu'on peut faire des raffinements quand on distingue le soi tantrika du prasangika, pour dire en effet qu'ils ne sont pas nécessairement la même conception de l'existence objective. C'est ce que m'a dit Venerable Geshe-Gansen il n'y a pas longtemps. Mais ça demande plus de
d'approfondissement pour voir ces subtilités. Mais d'une manière assez euh, simple, on pourrait dire qu'en effet, si la tasse est à moitié pleine parce que je suis optimiste, ou elle est à moitié vide parce que quelqu'un est pessimiste, c'est parce que ça dépend de la personne elle-même, ça ne dépend pas de la tasse elle-même. Elle n'est ni à moitié pleine, ni à moitié vide, de son propre côté, de manière inhérente, de manière indépendante. Ouais. Là, ça joue? Oui. Très bien. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut nier qu'elle soit à moitié pleine? Ben non. Non. Parce qu'elle est à moitié pleine pour quelqu'un. Mhm. Donc, conventionnellement, en dépendance d'un sujet qu'il appréhende, elle est pour quelqu'un d'autre, elle sera à moitié vide. On ne peut pas le nier. Parce que ça, c'est l'aspect convention mondaine. C'est-à-dire qu'en dépendance d'une conscience, on a un objet. Voilà, je me lève du pied droit ou du pied gauche. Je ne sais pas pourquoi le pied gauche c'est la mauvaise humeur et le pied droit, c'est la bonne humeur. Je ne sais pas du tout. C'est le côté sénestre des latins, hein, sénestre, sinistre. Ça vient de là, Oui. de la gauche. Ah, d'accord. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est une très bonne réponse. Ouais. Bravo, merci. Tu as sauvé ma nuit. Voilà. Ok. Ah oui, Senestra, oui, exactement, ok. D'accord, très bien. Donc si je suis un peu sinistre, là je vais voir en effet ma tasse à moitié vide. Mais si je suis optimiste, à ce moment-là, je vais la voir à moitié pleine. C'est-à-dire qu'il y a une réalité en fonction du sujet qu'il appréhende. Et donc on peut apprendre à voir les choses du bon côté, non? Si ça avait une existence inhérente de son propre côté, si la tasse était à moitié vide de son propre côté, je ne pourrais rien y faire, à part mettre du thé dedans. Mais disons par rapport à ma sensation désagréable, oh là là, ma tasse est à moitié vide, je ne pourrais rien y faire. Elle sera à moitié vide pour tout le monde, même pour quelqu'un d'optimiste. Alors que le fait qu'on puisse transformer notre façon de voir les choses, quand on apprend une bonne nouvelle, on est content, etc., et d'avoir de manquer de ceci ou de manquer de cela, on le prend mieux. Voilà, ça veut dire qu'on peut relativiser. C'est ça l'intérêt pragmatique, concret de la vacuité. On peut relativiser. Ouais. Ça, c'est ce que dit aussi Léonard Geshe-Dandul. Il dit en effet, quand on est dans une forme, quand on a une affliction dans notre esprit, on a en effet donc l'objet, la graine et l'application mentale inappropriée. Ce ruminement-là qu'on a, on peut, cette rumination, cette rumination qu'on a, euh, en effet, on peut s'en départir grâce au fait de relativiser. Ouais. On change notre identification. Au lieu d'être sur le côté obscur de la force, on peut essayer de voir une vision plus vaste des choses. Ouais. Mm. Et dans ce cas-là, quand on a une vision plus vaste des choses, bah, ça relativise et l'affliction perd du terrain. Parce qu'en effet, comme on l'a dit, ce n'est pas un truc mauvais en soi. Il y a des trucs mauvais, il y a des trucs bons, mais en dépendance. On ne nie pas on ne dit pas que on doit être comme une table qui ne réagit pas. On lui dit ah bah, c'est super ce que tu as fait, oh ta maison est en train de brûler et la personne ne réagit pas, tout va bien pour elle, c'est la même chose. Non, il faut bien sûr comprendre qu'il y a du bon et du mauvais, mais que le bon et le mauvais dépendent de plein de choses, dépendent de causes et de conditions, dépendent de leurs parties constituantes et dépendent d'une attitude, d'une conscience qui dit ça c'est mauvais. Ouais. Par exemple, quand on voit dans les enseignements sur le Lojong, sur l'entraînement de l'esprit, ah oui, Axel, tu veux dire quelque chose? Oui, on dit on dit le bonheur des uns fait le malheur des autres. Mhm. Ça dépend du point de vue. Le phénomène lui-même, il est neutre. Oui, en fait, oui, on pourrait dire que est-ce qu'il est neutre? Ça, c'est une bonne remarque. Parce que le phénomène lui-même, en effet, on pourrait dire que le phénomène, euh, dans sa véritable nature, n'est ni bon ni mauvais. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Ouais. Oui. C'est-à-dire que la tasse, elle n'est ni vide ni pleine de son propre côté. Ouais. En effet. Mais en dépendance, en effet, d'une personne ou d'une autre, il y a une appréhension des choses tellement différentes. Ouais. Par exemple, bah,
C'est souvent le même exemple qu'on peut prendre, hein, c'est celui qui est dans Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard, où il pleut comme vache qui pisse, comme on dit chez nous. Et on pleut, et je crois qu'à Lyon, ils disent il pleut comme qui la jette. Ça tombe comme qui la jette. Ok. Et donc, il est au Népal, à côté de son ermitage, et il y a des flaques d'eau, il y a de la boue partout, etc. Il y a des Occidentaux qui viennent pour un enseignement, je ne sais plus, une retraite. Et il y a deux Occidentales, je crois qu'elles sont anglaises, qui se suivent à 5 minutes l'une de l'autre. Et il y en a une qui bougonne et qui ronchonne parce qu'elle va mettre de la boue partout sur ses godasses. Et celle qui suit, après, elle sifflote et elle essaie de sautiller au-dessus des flaques en s'amusant. Et donc, ça veut dire que la même situation a deux regards différents. Ouais. Donc, c'est pas une situation malsaine en soi, ni bonne en soi. Ça dépend des regards. Et le regard, on peut éduquer notre regard sur les choses, non? On s'en rend tous compte quand, par exemple, je sais pas, vous avez un collègue qui vous vrille les nerfs. Dès qu'il parle ou dès qu'il agit, etc., ça vous vrille les nerfs. Ne serait-ce qu'entendre sa voix, ne serait-ce que voir l'ombre de cette personne. On a tous connu ça, non? Oui. Et ça nous vrille les nerfs. Mais il suffit que vous ayez soit reçu une bonne nouvelle, soit vous êtes content dans votre situation, vous venez juste de manger du ragoût. Ça recommence. Ça recommence. Je suis sûr qu'ils en ont eu plein ce week-end. Ah tiens, j'en étais sûr. Ok, non mais je dis pas ça, non, mais c'est pas, je suis pas jaloux, hein. Mais vivement qu'on se voit. Je rigole. Ok. Donc voilà, on vient de passer du temps avec ses amis, on est content, etc. Et dans ce cas-là, la même voix, la même personne, la même ombre, etc. C'est presque, ça passe presque inaperçu. Ouais, ou ça passe moins mal, ou on est plutôt même content de voir cette personne. Ça peut arriver parfois. Ouais, une personne avec laquelle on a du mal au début, on peut s'en faire un ami. Moi, j'ai vu ça une fois dans un train. Dans un train, je ne sais plus où j'allais par contre, hein. Un train qui était de toute façon trop cher. Ça, c'est juste pour dire en passant. Euh, il y avait une dame qui arrivait, il y avait une autre dame qui était à sa place. Et il y avait une place libre à côté. Et la dame a dit, excusez-moi, c'est ma place, etc. Et l'autre dame était un peu chafouine parce qu'elle s'est dit, bah, il y a une place à côté, elle aurait pu la prendre, mais en fait, certainement qu'elle avait une bonne raison d'être à cette place-là, parce que sinon elle était malade, si elle était près de la fenêtre, ou j'en sais rien. Et donc au début, c'était très tendu. Je les observais d'un coin de l'œil, je me souviens. Je bouquinais, mais en même temps, je regardais ce qui se passait. Et, euh, et la dame qui est arrivée, qui voulait sa place, était quand même assez. Elle était très bonne enfant, elle était un peu facile à vivre en fait. Même si elle réclamait sa place, elle était quand même facile à vivre. Par contre, l'autre, elle l'avait mal pris au début, elle s'est dit, bon, il y a une place à côté, etc. Et au fil du temps, au fil du voyage, elles ont commencé à parler, et à la fin du voyage, elles rigolaient ensemble. Et j'ai trouvé ça super, c'était un très bon exemple du fait qu'il n'y a pas de situation bloquée, gravée dans le marbre, etc. N'importe quelle situation peut évoluer, pour peu qu'on s'en donne les moyens. Si la personne qui était facile à vivre était restée un petit peu en retrait, mais son naturel a parlé à nouveau, et voilà, elle a engagé la conversation, elle aurait pu rester dans son coin, et elle se serait faite la tronche pendant 2 heures. Mais non, en fait, il est possible de modifier les choses. C'est l'application concrète de la vacuité. La vacuité, c'est pas toujours des choses très. Bien sûr qu'il y a des choses très dans les sphères conceptuelles, etc., ce qui est tout à fait normal. Mais on doit y voir un aspect concret aussi, c'est très important. Ouais, ça vous parle? Donc, il y a la plupart du temps, on se dit oui, il y a ça, il y a toutes ces catastrophes qu'on vit, que les autres vivent. On voit ça en regardant les news. Il suffit de voir, d'allumer la télé ou de regarder sur Internet les news. Et en effet, il y a tout ça. Il y a tout ça. Mais il y a une solution aussi. C'est la bonne nouvelle apportée par le Bouddha, c'est qu'en effet, il y a la souffrance et les vraies origines de la souffrance. Mais il y a aussi les cessations et les voies vers la cessation. Ouais. On peut transformer les choses, même si de manière très temporaire,
la situation semble bloquée, voire même pour toute une existence. Il y a des gens qui vont galérer toute leur existence. Mais en même temps qu'ils galèrent pendant toute cette existence, il est possible, malgré tout, qu'ils ne surajoutent pas des réactions malsaines et qu'en faisant cela, ils purifient un karma. Donc, en purifiant un karma, là, il y a des chances qu'au cours d'une existence à venir, la situation soit un peu plus légère. C'est pas nécessairement le cas, hein. C'est pas parce qu'on éprouve un fruit karmique qu'on purifie ce fruit karmique. Ouais, ça dépend quelle est notre réaction, ça dépend ce qu'on fait avec ça. Mais on peut se dire que de toute façon, la racine du samsara, c'est pourri à la racine. Le samsara est pourri à la racine. Mais c'est pas une fin en soi. On peut se débarrasser du samsara. Parce que justement, on peut comprendre la vacuité, on peut développer les différentes voies, l'altruisme, l'éthique, la compassion, la sagesse, etc. Et progressivement s'en sortir. Même si au cours d'une existence, il y a des personnes qui ne peuvent rien faire, ça ne veut pas dire qu'au cours d'une vie à venir, ces personnes ne pourraient pas, pourquoi pas, obtenir l'éveil avant nous. Ouais, on ne peut que leur souhaiter. Ok, très bien. Désolé pour mes petites digressions, mais des fois ça fait du bien d'y penser, de se dire que la vacuité, en effet, c'est la solution. C'est pas que la solution à long terme, mais aussi sur le court terme. C'est-à-dire que rien n'est gravé dans le marbre. On peut essayer d'élargir notre identification. Ouais. C'est très important. Ok. Et donc, il y a cette question qui est très importante ici, c'est que si on dit qu'il n'y a pas de moi inhérent, on pourrait se dire, bah, il n'y a pas de moi. Et c'est assez facile d'aller dans cette compréhension fausse. Ok. Donc, il y a la strophe 70, mais, dira-t-on, le rapport de l'acte au fruit est impossible sans le moi. Si l'auteur de l'acte disparaît après l'avoir accompli, à qui échouera le fruit? Ouais. C'est-à-dire que le moi d'hier, il a disparu, vous êtes d'accord? Le moi d'hier, maintenant, il a disparu. C'est un non-existant actuellement. Ouais, le moi de ce matin, ce soir, le moi de ce matin, il a disparu. Ouais, le moi à 21h, c'est quoi, 30? C'est écrit un tout petit là. Bah, à 21h31, c'est fini. Il n'existe plus. Est-ce que ça veut dire que le moi cesse pour autant? Non. Ok. Pourquoi est-ce que La le moi... généralité, Hein? Oui. la généralité du moi existe. Oh, ah, ah, on voit qu'il y en a quoi étudier le Sotrantika. Ah oui, Ah, ouais, j'attendais que ça y est, j'ai les oreilles droites et la truffe humide. Ok. Alors, c'est quoi une généralité? ça comprend des instances. Ah, ça comprend des instances. Très bien. Ok. Par exemple? Le moi de hier, ça fait partie de la généralité du moi. Le moi de demain également. Oui, exactement. Exactement. Par exemple, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, si on prend un continuum assez subtil que j'aime beaucoup, c'est la floraison des cerisiers au printemps. Je devais vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Je me demande ce qu'il a dit. La floraison des cerisiers au printemps. Surtout quand on voyage du sud vers le nord en France, euh, on peut voir que on se balade, on est dans le sud, etc. Et forcément, avec la chaleur, les cerisiers fleurissent plus tôt. Et quand on prend le train, on se balade, toujours trop cher, mais on se balade, et on va vers le nord, tout ça, on voyage et tout. Et les cerisiers sont presque finis dans le sud, et dans le nord, enfin, ils sont encore en pleine floraison. Ouais. Et donc il y a un continuum de cette floraison des cerisiers au printemps, non? Mais où se trouve-t-elle cette floraison exactement? Dans quelle fleur, dans quel cerisier se trouve-t-elle? On te voit venir, hein? On ne la trouve nulle part si on la cherche vraiment. Si on ne la cherche pas trop, si on la regarde un petit peu de loin, en effet, on se dit il y a la floraison des cerisiers.
Ben, c'est la plus belle période pour moi. J'adore ça. Le parfum, un peu de miel, de cerisier, c'est magnifique. Ok. Et c'est extrêmement volatile, extrêmement fragile, et extrêmement subtil, ouais. Où est-ce qu'on peut trouver en réalité la floraison des cerisiers au printemps? Ah, au cours d'une très brève période, elle est désignée en dépendance de ces fleurs qui, les unes s'ouvrent, les autres sont déjà fanées, il y a déjà les abeilles qui sont nues, ils commencent déjà à avoir un petit bouton vert qui va donner une cerise, etc. Ouais. Mais si on la cherche vraiment, où est la floraison, dans quelle fleur, dans quel arbre, dans quelle région? Dans une région, à la rigueur, on pourrait se dire, ouais, il y a la floraison là maintenant, puis dans une semaine, ce sera plus au nord, etc. Pourquoi pas? Mais si on cherche encore plus proche, on ne trouvera pas. Ouais. Mais en effet, on peut dire que le fleurissement d'une fleur, c'est en effet une instance de floraison. Non? Le fleurissement d'une fleur, c'est une instance de la généralité floraison des fleurs. Ouais. Ok, instance, généralité, c'est un peu compliqué. Ok, donc en effet, on a, nous sommes tous des êtres humains, vous êtes d'accord? Donc Ben, nous sommes tous des instances de la généralité être humain. Ouais. Et si on regarde les animaux que vous avez autour de vous, etc., hein, nous sommes tous des êtres conscients. mhm. Ouais. Nous sommes tous des personnes, humaines et non humaines, et donc nous sommes tous des instances de la généralité personne. Ouais. Personne ou être conscient, etc. Ok. Et donc, mais toutes ces instances-là sont assez appartiennent à une même généralité, mais la différence qu'il y a entre les instances d'une personne le matin, l'après-midi et le soir, c'est que pour la personne le matin, l'après-midi et le soir, chacune de ces instances appartient au même continuum. Exactement comme la généralité moi se balade dans la personne le matin, dans la personne l'après-midi, dans la personne le soir, exactement comme la floraison des cerisiers se balade euh, au début du mois dans le sud, vers la moitié du mois un peu vers le milieu de la France, et vers la fin du mois vers le nord de la France. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. C'est extrêmement ténu et extrêmement subtil. Où trouver le moi dans chacune de ces instances? On va dire oui, le moi d'hier, ok, c'est une instance de la généralité, moi en général, ok. Mais maintenant, si on cherche où se trouve euh, cette, ce moi dans ses parties constituantes, dans ses agrégats, etc., impossible à trouver. Mhm. Impossible à trouver. Si on cherche une floraison dans une fleur, où est-ce qu'on va la trouver? Est-ce qu'on va la trouver hier, ce matin, le soir, etc. En fait, la floraison, on la trouve en dépendance d'un continuum, ne serait-ce que d'une fleur de cerisier. Dans un continuum. Elle va fleurir un matin, puis elle va durer une journée ou deux, trois jours à la rigueur, ouais, 3, 4 jours. Elle va commencer à être tachetée de marron, etc., perdre ses pétales et c'est fini. Ouais. Ok, vous voyez la mélancolie du printemps. Ok. Ok, donc on se dit, ok, là, donc le mois d'hier, le mois de ce matin, le mois de ce soir, etc., sont des instances de la même généralité moi. Ouais, Laurence? Est-ce qu'on peut dire aussi que la cerise, c'est aussi la fleur? Alors on ne peut pas le dire. Parce qu'une cerise est un fruit et le fruit de la fleur, non? Et l'effet de la fleur. Et Oui, mais l'effet, dans la cerise, il y a la fleur. dans la cerise, il y a la fleur. Est-ce qu'on voit les 5 pétales blancs et le pistil jaune, etc., dans une cerise? Mm. Et en effet, si de manière poétique, comme le faisait Vénératis Nathan, de manière poétique, poétique, lui, il voyait le nuage, la pluie dans une fleur. Ouais. De manière poétique, on peut dire que oui, l'interdépendance, etc., on peut voir ou envisager les causes et les conditions qui font cet objet.
Alors là, tant pis. Hein. On dirait un train qui passe. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans un hall de gare. Ah ouais. Mais j'avais l'impression que ça venait de chez Dominique, mais Ben non, parce que ah non. Ah bah là c'est nickel. Désolé. Mais n'hésitez pas à ouvrir le micro hein, pour interagir, c'est très important. Ok. Ouais. En effet, donc il y a le mois d'hier. En fait, par exemple, en effet, c'est difficile à dire comment est-ce que la cause pourrait se trouver dans les faits. Mais il y a une continuité de la cause qui se trouve dans les faits. Mais on ne peut pas dire que la cause elle-même se trouve dans les faits, ouais. Ouais. Mais une continuité est indéniable. Ouais. Sinon, ce serait une autre fleur qui donnerait cette cerise et pas cette fleur-là, s'il n'y avait pas cette continuité. S'il n'y avait pas la continuité entre la cause et l'effet, n'importe quoi produirait n'importe quoi. Ce serait le chaos, ce serait la porte ouverte à toutes les fenêtres. Oui, Laurence, c'est fermé, c'est ton micro. Oui, ça y est, j'ai mis le micro. D'accord. Mais alors, autant j'aurais pu imaginer, par exemple, quand on dit qu'il y a un enfant qui naît au Tibet ou en Inde et que c'est la réincarnation d'un lama, etc. euh, S'il y a une descendance génétique, oui. Mais alors comment ça se fait qu'un tel, il peut rebondir dans une autre matière où il n'y a pas de continuité? Tu vois ce que je veux dire? Où il n'y a pas de continuité dans la matière ou dans... Alors, ça serait uniquement dans la matière qu'il n'y aurait pas de continuité. Donc, ça n'a rien à voir, alors, quand on parle du continuum. Oui, exactement, c'est-à-dire que le corps, on va l'abandonner, ouais. Il va pourrir, on va le cramer, il va devenir poussière, etc., etc. Ouais. À Oui. moins de pratiquer le Dzogchen et d'arriver au corps de lumière ou au grand corps de lumière, etc. Alors, comment on explique qu'il y a, que c'est la réincarnation d'un lama, par exemple, quand on va trouver un enfant, puis qu'on dit, mais tiens, c'est la réincarnation d'un grand maître. Je comprends pas. Ben, c'est exactement cette question-là, en fait. Qui éprouve les résultats karmiques? Qui renaît, en fait? C'est exactement cette question fondamentale de la source 70. C'est tout à fait ça. C'est qu'est-ce qui renaît? Qu'est-ce qui accumule le karma et qui éprouve le karma? C'est exactement ça. C'est de voir que euh, il y a une continuité. Ouais. Cette continuité est très importante. Par exemple, s'il n'y avait pas cette continuité, ce serait la même chose que tout à l'heure, on a pris l'exemple, mais qui était employé par les Samkhya, parce qu'eux, ils veulent une personne permanente. Mais on pourrait prendre cet exemple, que quelqu'un bosse 30 jours du mois et une autre personne viendrait récupérer le salaire, ouais, le 31e jour. Et donc, c'est parce qu'il n'y a pas de continuité entre une personne et une autre personne. Alors, les deux sont séparés, sont des entités séparées, des natures séparées, etc. Et donc, il n'y a pas de continuité entre une personne et une autre. Mais il y a une continuité entre une personne et une autre qui appartiennent au même continuum. Ouais, ça veut dire que nous-mêmes, Sainte en parle dans la suite du texte, hein, mais on peut en parler déjà maintenant. Nous-mêmes, s'il n'y avait pas de continuité entre nous de ce matin et nous de maintenant, on ne pourrait pas se souvenir de ce qu'on a fait ce matin. Ouais. Exactement comme, j'imagine que vous ne pouvez pas vous souvenir de ce que j'ai fait ce matin. Et moi, je ne peux pas me souvenir de ce que vous avez fait ce matin. Parce qu'on n'appartient pas au même continuum. Bon, des fois, bon, j'ai oublié ce que j'ai mangé la semaine dernière à la même heure, mais à midi. Mais ça ne prouve pas que ce ne soit pas mon continuum. C'est simplement que j'ai perdu la mémoire de ce que j'ai mangé la semaine dernière. Ok. Et donc, en effet, vous avez vos propres souvenirs de ce matin, que moi je n'ai pas. Et vous n'avez pas mes souvenirs de ce matin. Hein, donc, on n'appartient pas au même continuum. Mais nous appartenons aux mêmes généralités. La généralité chose produite, la généralité impermanent, la généralité personne, la généralité être conscient, etc., etc. Ouais. Donc on est les instances de plusieurs généralités communes. Mais ça ne veut pas dire que ces instances soient les causes des autres instances. Par contre, dans un continuum,
les différents instants constitutifs de ce continuum, ces instants constitutifs sont les causes les uns des autres. Mon jeu de ce matin a été la cause du jeu de la minute d'après, qui a été la cause du jeu de la minute d'après, de l'heure d'après, de l'après-midi, etc., etc. Ouais. Ouais, ça vous parle? Donc chaque cause et chaque effet est différent de leurs propres causes et de leurs propres effets. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de moi statique, mais il y a un continuum. Il y a le continuum de la personne. Et donc, ce continuum du jeu, c'est ça qui renaît. Non? C'est ce qu'on appelle le simple jeu. Le simple jeu, exactement. C'est le simple jeu. Le simple jeu qui est une désignation dépendante, qui est désigné en dépendance des agrégats, de la continuité des agrégats, mais il n'est pas lui-même ces agrégats, et il n'est jamais le même à chaque instant qui passe. Mais le simple jeu, en effet, ça peut être le simple jeu qui est désigné en dépendance de cette journée actuelle, mon jeu de cette journée, mon jeu de cette heure, mon jeu de cette existence, mon jeu de plusieurs existences, mon jeu depuis les existences sans début jusqu'à un jour l'éveil sans fin. Ouais. Donc ce jeu, dans ce cas-là, cette continuité deviendra immense, très vaste. Elle l'est déjà par le passé. Chacun d'entre nous a un jeu qui est là depuis toujours. Et ce jeu sera là toujours. Sauf qu'il va opérer des changements. Par exemple, quand on est enfant, on a des petits pieds, des petites mains, etc. Puis la peau est toute souple, etc. Puis après, on prend de l'âge, etc. Alors, je ne dis pas qu'on a tous des gros pieds, des grosses mains. Mais on opère un changement, on acquiert des compétences, ou on en perd quelques-unes. Par exemple, moi, je parlais bien l'allemand à l'époque. Je voulais être traducteur allemand, russe, tout ça, puis j'ai perdu l'usage de ces langues. J'en ai acquis d'autres, mais j'ai perdu celle-là. Et donc, on perd des compétences, on gagne des compétences, etc. Donc, ça veut dire qu'on change, on doit changer. Un instant qui passe ne sera jamais le même. On peut jamais se laver dans la même rivière. À chaque fois, c'est impossible. Mais c'est quand même la même rivière. Pourquoi? Parce qu'on désigne cette rivière en dépendance de cette continuité de molécules qui ne sont jamais les mêmes. D'une certaine manière, c'est la même rivière, mais ce n'est pas exactement la même dans le sens où elle n'est pas statique. Ouais, ça vous parle? Et donc, on ne peut pas nier que cette rivière existe, on ne peut pas nier que le continuum existe. Donc, ça veut dire que conventionnellement, ça existe, le moi existe conventionnellement, la personne existe conventionnellement. Conventionnellement. Et ça joue pour les personnes geeks. Il n'y a pas besoin, pour qu'un existant existe, il n'y a pas besoin que ça existe de manière inhérente. Parce que ça, c'est impossible. Pour que ça existe, il suffit que ce soit observé par une cognition valide, en dépendance d'une base d'imputation appropriée. Ouais. Ouais, ça vous parle? Ça, c'est la chose la plus difficile, cette histoire de qu'est-ce qui migre, quoi. Moi, je trouve. Oui. Exactement. On pourrait se dire on pourrait se dire, mais si on analyse vraiment les choses, par exemple, Shantideva le fait, après quelques strophes, il va examiner, là il est en train d'examiner le soi de la personne, ou le non-soi de la personne en particulier, et il va voir ensuite le non-soi des phénomènes, donc il va se poser la question des agrégats. Ouais, quand on fait les 4 établissements de l'attention sur le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes, et du point de vue prasangika, on va analyser la vacuité de chacun des 4. Hein. Et il va analyser le contact aussi, le contact entre un objet et la conscience. Ou le contact, on pourrait imaginer le contact entre la tasse et le plateau de la table. Si on zoome, si on analyse vraiment les choses, est-ce qu'il peut y avoir un contact? Si on zoome vraiment à la Prasangika, à la Arya Nagarjuna, à la Bodhisattva Shantideva, est-ce qu'on peut trouver un contact? Non, c'est impossible. Parce que si on zoome vraiment, au bout d'un moment, on trouve les particules. Ouais. Et donc, soit deux particules se touchent,
Et donc, on va examiner si elles se touchent, ok, quelle partie d'une particule et quelle autre partie d'une autre particule se touchent. Si on zoome encore, si elles occupent exactement le même espace, eh ben, c'est exactement le même morceau de particule. Et si elles n'occupent pas le même espace, eh ben, il y a un espace entre les deux. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas de contact. Parce que si les deux morceaux de particules occupent le même espace, il n'y a pas de contact, parce que c'est un morceau de particules. Un morceau ne se contacte pas lui-même. Et s'il y a un espace entre les deux, il n'y a pas de contact non plus, parce qu'il y a un intervalle entre les deux. Donc si on zoome vraiment, il est impossible de trouver un contact. Si on zoome vraiment, il est impossible de trouver une production. Une pousse qui viendrait d'un germe, qui lui-même viendrait d'une graine. Où est-ce que ça commence en réalité? Est-ce que ça commence quand les enzymes commencent à bouger à cause de l'humidité, de la chaleur, etc.? Est-ce que c'est une graine qui disparaît ou est-ce que c'est un germe qui apparaît? Mais c'est exactement comme avec la tasse à moitié vide, à moitié pleine. Imaginons que je sois sur le seuil de la porte. Est-ce que je quitte la pièce ou est-ce que j'entre dans le couloir? Imaginons que je sois en train de mourir. Est-ce que je suis en train de quitter cette existence-là ou est-ce que je suis en train de rejoindre une prochaine existence? Tout dépend d'un regard, tout dépend d'une perspective. C'est-à-dire que ça n'existe pas de son propre côté. Donc la seule façon de prouver la possibilité des renaissances en deçà de toute inhérence, de toute existence inhérente, c'est de dire c'est simplement désigné, c'est le simple jeu. Mais c'est difficile. Difficile, ouais, parce que c'est l'un des points les plus difficiles du Madhyamaka. Non, ce continuum attribué, en plus, attribué, on peut dire, hein, puisque c'est un continuum. Ça, pour moi, c'est la chose la plus compliquée. Oui. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui pose problème? Parce que ce qui me pose problème, c'est quelque chose qui, même s'il est impermanent, etc., qui existerait quand même de son propre côté, puisqu'il est attribué, ce continuum, si tu veux. Il est attribué, puisqu'il y a un nombre fini d'êtres sensibles qui ont ce continuum qui va, même s'il y a l'éveil, il y aura toujours cette espèce de jeu quelque part. Donc ça, pour moi, c'est très, très... Enfin, ça fait 5 ans que je ne comprends rien, ça. Donc je peux comprendre ce soir. C'est vrai que c'est pour moi vraiment le point le plus difficile. Oui. Oui, mais c'est normal parce que c'est le point le plus difficile. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'en effet, le jeu, le continuum, etc., ne sont pas établis par l'ignorance. Oui, à un moment donné, on verra justement, on verra la fois prochaine, mais on verra dans les strophes qui suivent que, à un moment donné, il y a la confusion qui est mentionnée dans les textes de Racine. Ok. À un moment donné, l'individu n'existe pas, de l'ignorance, dans la strophe 75. Il accepte ce concept résultant de l'ignorance. Et donc, sa sainteté explique, mais il l'explique encore mieux dans Sagesse transcendante. Il l'explique encore mieux, parce que là, dans la traduction ici, c'est pas si clair, mais dans cette autre version, dans un autre commentaire, il explique que c'est pas l'ignorance fondamentale, c'est-à-dire que le jeu, les êtres, etc., ne sont pas établis par l'ignorance, ne sont pas imputés par l'ignorance. Quelque chose qui est imputé par l'ignorance ou qui est établi par l'ignorance d'une certaine manière, en réalité, ça n'existe pas. Ouais. Quand on prend un morceau de bois un peu tordu pour un serpent, le serpent est établi par l'ignorance, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il existe en lieu et place de la corde du morceau de bois? Non, pas du tout. Il n'existe pas du tout. C'est-à-dire que quand on arrive avec la lampe torche et qu'on voit le morceau de bois, la conception de la présence du serpent s'évanouit totalement. Le serpent n'a jamais existé à cet endroit-là. Vous êtes d'accord? C'est l'apparence qui existe. Exactement. L'apparence existe. Mais le serpent, qui se donne à voir dans cette apparence, lui, n'a jamais existé. Exactement, tout à fait. Donc l'apparence, on peut dire la saisie existe aussi, etc. Mais ce que saisit notre conscience, ou ce qui se donne à voir dans cette apparence, ça n'a jamais existé, parce que c'était établi par l'ignorance. Ouais. Et donc, le jeu, le continuum, etc., ne sont pas établis par l'ignorance. Voilà, c'est ça.
établi par une condition valide. Et donc, ce qui est établi par une condition valide, c'est nécessairement une base établie, c'est nécessairement un existant. Donc, si on niait l'existence de cet existant, on serait nihiliste. Ouais. C'est pourquoi le jeu existe. Ouais, ça, c'est très, très important. C'est pourquoi Lama Tsongkhapa, à la fin de la Maling Chenmo, il passe un certain temps pour essayer de prouver l'existence conventionnelle. Et c'est pour ça que Sainte en parle ici. Ouais, la continuité du moi conventionnel. Parce qu'on a tellement tendance à se dire, bah, puisque en réalité, vous n'existez pas, en réalité, je n'existe pas, etc., bah, autant jeter le bébé avec l'eau du bain. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça qu'on entend dans la voie médiane pour dire que nous sommes vides. Nous existons parce que nous sommes vides. Nous sommes vides parce que nous existons. Ça, c'est très, très difficile aussi. Nous sommes vides, dénués, totalement dénués d'existence indépendante, parce que nous existons de manière conventionnelle, parce que nous existons de manière dépendante. Et parce que nous existons de manière dépendante, nous ne pouvons pas exister du tout de manière indépendante. Alors nous sommes vides d'existence indépendante. C'est ce que dit Ariana Gajuna dans la strophe 19, du chapitre 24. Strophe 18 plutôt. Ok. Oui, mais cette interdépendance, elle converge toujours vers un continuum identique, un continuum attribué. C'est ça qui est très curieux, quoi. Alors, qu'est-ce que tu entends par attribuer? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que mon continuum n'est pas le tien attribué, c'est-à-dire celui qui va recueillir les fruits du karma, etc. Et qui reste en permanence ce même continuum. Oui. Quelles que soient les causes et conditions, les vies, les machins, les trucs, ce continuum reste immuable en tant que continuum, enfin reste lui-même, reste celui qui est dépositaire du karma, etc. Et ça, c'est super compliqué à comprendre, comment ça peut se faire, quoi. Alors, il n'est pas statique, parce qu'à un moment donné, justement, dans cette traduction-là, ils font dire à sa sainteté que le continuum est permanent. Non, Ouais. je n'ai Ça, pas dit c'est pas permanent, il est éternel, impermanent, mais c'est cette notion de rétribution karmique par le même continuum, enfin pour le même continuum, c'est toujours le même continuum qui reçoit ses propres rétributions, de son propre karma, euh, de ses propres actes. Donc comment qu'est-ce qui d'une vie à l'autre passe pour que ce continuum, voilà. Donc cette notion de jeu qui est, je ne sais pas, comme une notion d'agrégabilité possible d'une conscience, j'en sais rien comment on peut définir ça, mais c'est très compliqué, quoi. Je ne sais pas si vous le comprenez, vous, mais moi, j'y comprends rien. Voilà. C'est juste avant l'esprit est-il le moi, le paragraphe juste avant l'esprit est-il le moi, où ils font dire à sa sainteté que le continuum serait dans un certain sens permanent, mais en fait non, éternel ou durable en effet, Voilà. permanent. Juste après, il dit qu'en effet, c'est pas contradictoire avec le fait d'être transitoire et impermanent. Ouais. Donc le continuum est impermanent, c'est-à-dire que c'est ce continuum en effet. Il est là pour toujours, mais le fait d'être là pour toujours, d'être durable, n'implique pas qu'il ait une existence indépendante. Hein. C'est-à-dire qu'il dépend, ce continuum dépend nécessairement. De quoi est-ce qu'il dépend? Les causes et conditions. Oui, de chacun de ces instants constitutifs. Oh. Ouais. Et donc, s'il dépend, est-ce qu'il peut exister de manière indépendante? Non, mais je ne dis pas qu'il existe de manière indépendante. Je dis qu'il est dit qu'il existe de manière attribuée. C'est-à-dire que Rachel n'aura pas la même rétribution karmique que moi. Et ce, pendant 3 millions de vies ou 10 milliards de vies, j'en sais rien. Donc ça, qu'est-ce qui migre d'une vie à l'autre pour garder cette constance de rétribution? Donc il migre quelque chose qui même si c'est impermanent, dépendant, etc., reste quand même on va pas dire l'objet, mais reste quand même oui, le continuum d'attribution karmique, quoi. Et c'est quoi ce truc? Voilà. Enfin bon, si quelqu'un trouve, il m'écrit. Mais Je n'ai pas le 06 d'Ariana Gardner. Okay. Mais en effet, peut-être que Venera Geshe-Gensen va expliquer ça pendant les classes sur Ariana Gardner, peut-être, c'est possible.
Mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'en effet, c'est que ce simple jeu est désigné indépendamment de la continuité des agrégats. Ces agrégats changent d'instant en instant, et ce simple jeu aussi nécessairement. Mais bien sûr que les agrégats, on dit souvent les agrégats psychophysiques, mais c'est surtout les agrégats conscients qui font le lien d'une existence à l'autre, hein, parce que le corps, comme on l'a dit, c'est fini. Mais le corps grossier est terminé, mais il y a toujours un corps accompagnant une conscience. Une conscience subtile et un corps subtil qui accompagne cette conscience subtile. Ouais, donc il y a toujours, on pourrait dire, un agrégat formel qui n'est pas nécessairement de la matière pour le prasangika, un agrégat formel et des agrégats non formels, ouais, qui sont de la matière, qui sont de la conscience et des composés non associés. Donc c'est qu'on a un flux constant comme une rivière, ouais. Est-ce que c'est cette rivière qui passe sous ce pont-là, ou est-ce que c'est cette rivière qui passe sous plusieurs ponts? Là, c'est à nous de choisir en fonction de quoi est-ce qu'on désigne cette rivière. Et le jeu continue avec le Bouddha. Le Bouddha dit quand j'étais un tel au cours d'une vie passée, il parlait de lui en parlant du Tathagata. Il disait rarement je, il disait le Tathagata, etc. Mais ça revient au même. Ça revient au même, ouais. Donc, quand il dit je, j'étais un tel, il parle bien d'une instance passée qui était d'une même entité avec son je général, bien sûr. Ouais, tout à fait. Mais ça mérite de se poser la question, et j'ai presque plus de Wi-Fi. Normalement, notre IT m'a donné le code pour avoir plus de Wi-Fi, parce qu'il y en a un qui tourne tout le temps, mais j'ai pas réussi à l'installer. Donc je suis obligé d'arrêter quand même. En tout cas, merci beaucoup. On essaiera de creuser le sujet. Et il y a un dimanche où j'ai changé la date parce que ouais, on va. Donc la semaine prochaine, il y aura. Et oui, je crois que c'est au mois de mars que j'ai changé quelque chose, mais je le redirai en temps et en heure. Donc là, nous sommes le 12, et donc il y aura bien la semaine prochaine. C'est super, merci beaucoup. C'était encore un plaisir. Désolé d'avoir Merci à toi. tardé. Mais on Merci à espère tous. sur cette floraison des cerisiers. Merci. Merci, ciao. C'est bientôt le printemps. Bonsoir à tous et à toutes. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Bonsoir.